Si de tels pouvoirs tu détiens, pourquoi chercher à fuir? Allez, Tom, finissons comme nous avons commencé. Ensemble! Le roi Théoden fait face seul. Non, pas seul. C'est un pot de cartes. Bonjour à tous, c'est Steven donc, qui vous accueille. Ici, Retour vers le cinéma. Donc c'est Matou. C'est Sissi. Et c'est Momo. Très bien, donc là on reprend notre première saison où on traite des classiques. Et aujourd'hui j'ai le plaisir donc, d'introduire Misery. Donc Sissi, est-ce que tu as des éléments sur ce film? Donc Misery, d'après internet, donc du genre horreur crime, sorti en 1990 mais en 1991 en France, réalisé par Rob Reiner avec à l'affiche Kathy Bates et James Caan. Oui, alors juste une petite chose peut-être, effectivement c'est ce qu'on trouve sur internet, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'on pourrait beaucoup mieux le placer dans la catégorie thriller psychologique que crime horreur, je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai. Mais il y a une section sur internet Non, parce que je pense dans les streaming, t'as pas de thriller psychologique, tu mets horreur directement au thriller. Oui, il simplifie dès qu'il vaut 1%, ou voilà. Moi je trouve que c'est vraiment un vrai thriller psychologique. Alors je suis très très content que l'on fasse l'analyse du film, puisque donc j'avais fait cette proposition. Très content pourquoi? Parce que personnellement, mais ça c'est vraiment un truc perso, j'adore la dégradation psychologique. Et c'est l'art de tout, pour moi c'est un grand film, parce qu'il a justement l'art de distiller progressivement, et là on vient tout de suite au cœur du truc. Alors bien sûr, le scénario de base est écrit par Stephen King, mais en fait le scénariste, dont j'ai oublié le nom là tout de suite, il a vraiment retravaillé en fait le texte de Stephen King, et justement il a précisé dans les suppléments en fait du DVD, c'est qu'en réalité dans le livre apparemment ça ne se passe pas du tout comme ça. En fait, on sait depuis le début que le personnage de Kathy Bates est taré. Alors que dans le film, justement, le scénariste, le nom va me revenir, il a progressivement montré en fait ce personnage, et pour nous montrer progressivement que c'est une tarée. Mais au départ, on pense qu'elle est non seulement normale, que c'est une femme même en qui on peut avoir confiance, elle est infirmière, c'est bien précisé, elle est gentille, elle est généreuse, elle le soigne. Elle a une petite croix, je sais pas si vous avez remarqué, on le voit souvent, donc elle inspire confiance, et progressivement on voit que c'est une tarée. Voilà, ça c'est l'art, je trouve, du film. En plus, qu'elle lui fait des dîners, donc déjà tu te dis que la personne déjà elle est pas folle, elle va pas le faire du mal ou quoi que ce soit. Donc en vrai ouais c'est bien. On la pense pas capable de faire du mal quoi. Ouais. Tout à fait, et je pense c'est plus que je pense, elle a été vraiment pensée. On voit dans sa tenue vestimentaire, l'image que j'ai eue, c'est vraiment la ménagère qui inspire totalement confiance, dévouée et incapable effectivement de faire le mal. Et c'est ça le génie du film, c'est qu'une personne normale peut cacher en réalité un démon finalement. Voilà, une psychotique ici. Ouais, parce que c'est... Après moi personnellement j'ai pas réussi à avoir vraiment confiance en elle dès le début parce que je me suis fait un peu biaiser par le résumé, j'avoue. C'est dommage, mais bon après il y a des résumés sur tous les films, on peut pas le nier. Mais voilà, en tout cas moi j'ai pas eu cet aspect, je pouvais lui faire confiance. Je le savais dès le début en fait qu'il allait se passer un truc. Oui, donc là c'est sûr, ça cassait le... Ouais. Voilà. Mais je crois c'est vraiment l'art à mon avis de... Alors là j'ai préparé un truc sur ce que j'appelle justement la dégradation. On voit qu'au départ les choses sont normales et progressivement... Alors moi j'ai repéré personnellement au moins quatre étapes en fait de cette dégradation. Le premier basculement, on voit qu'il y a un truc bizarre, c'est quand elle vient le voir, elle fait mais ouais j'ai quand même un truc sur le livre. Et, bon, lui c'est un immense écrivain parce qu'on l'a pas dit, hein, mais du coup en fait l'acteur, le très bon acteur, James Caan, interprète donc ici Paul Sheldon, donc un écrivain à succès de romans à l'eau de rose, en fait un peu cuculapraline comme ça nous est présenté, et le personnage donc de cette femme s'appelle Misery. Donc voilà, ce sont des romans en fait à l'eau de rose. Et en fait, au départ, du coup, la première, je pense, scène de la dégradation psychologique, c'est qu'on voit qu'elle lui reproche
en fait. Donc Kathy Bates, Annie Wilkes, personnage donc d'Annie Wilkes, reproche en fait au grand écrivain qu'il a que ses personnages jurent, donc ces fameux jurons. Puis elle, comme justement on voit qu'elle est un peu chrétienne, un peu coincée des fesses pour dire ça simplement, on se dit que bon ok, en fait elle est pas d'accord avec ça, mais elle va faire beaucoup plus que ça, puisqu'elle va carrément renverser la soupe qu'elle lui servait. Elle va surtout péter un plomb, elle va s'énerver contre lui alors qu'elle l'admire pourtant, puisqu'elle lui dit souvent je suis votre plus grande fan, et tout d'un coup elle se rend compte qu'elle a été très très loin, et Paul Sheldon la regarde avec un regard juste flippé, et là elle bascule et elle lui déclare I love you. Donc on se dit elle est juste tarée en fait. Voilà, c'est le premier élément que je sais pas si ça vous parle ou si je sais pas. On voit clairement en fait l'évolution du personnage négativement. Tu la vois au début très gentille, elle s'occupe de lui, elle lui fait très bien à manger. Donc déjà, même moi, j'avais un peu douté, je me suis dit, en fait, elle est en fait très sympa, en fait. C'est quoi qui va la faire basculer de son côté sombre? Et c'est clairement lorsqu'elle commence à dire, tel événement de ton livre ne me plaît pas, du coup, elle lui dit, réécris ça, du coup, elle le prend un peu par ça. Elle est très gentille quand il commence à écrire ce qu'elle veut. Et lorsqu'elle relit, en fait, elle est pas du tout contente, du coup, là, elle commence un peu à sortir son côté dark en elle. Et je trouve, en fait, que limite, elle joue son éditeur. En fait, c'est elle en fait qui joue son éditeur, où elle dit en fait ça me plaît pas, tu refais. Et en fait elle a en fait une vraie fin qui lui plaît, comme en fait un éditeur peut attendre en fait de son auteur en fait. Donc je trouve clairement elle a vraiment pris un petit peu la place de la maison d'édition PGM. Alors attention, parce que là je suis d'accord, mais tu vas très très loin, parce que là elle se met dans la place de son éditeur en lui disant mais là réécrit, ou il lui demande même de manière fébrile est-ce que ça va, je peux continuer à écrire, mais attention parce que là on est vraiment bien avancé dans le film en fait. Oui. En fait elle le fait uniquement quand elle a pris l'ascendant sur lui et où il est complètement soumis parce qu'il sait qu'elle est tarée et qu'elle peut le tuer en fait. Mais au départ ça se passe pas comme ça au départ. C'est sûr. Au début, elle y va plus lentement en fait. Elle ne fait pas comprendre directement. Elle dit non mais ça prend ça, change ça. Mais en fait, c'est comme je dis en fait, c'est vraiment j'ai bien avancé, mais c'est vraiment au fur et à mesure qu'elle dit clairement je change carrément ça. Moi j'aime pas. Clairement. Oui. Elle pense un peu aux autres lecteurs. C'est elle en fait vu qu'elle se considère comme la plus grande fan. Du coup, elle se sent en fait, je sais pas comment dire, mais limite concernée en fait par son histoire. Du coup, elle dit tu me changes telle fin ou tu me changes ça. Et je trouve déjà c'est elle en fait qui est l'autrice et plus lui en fait qui est l'auteur de son propre roman. Mais il y a un truc encore pire, c'est qu'elle lui demande en plus de réécrire un roman à sa gloire à elle en plus. Ouais. Moi j'ai dit ce que je pensais un petit peu de ce film, mais j'aimerais bien du coup avoir vos retours à vous. Qu'est-ce que vous en avez pensé, même si c'est pas forcément aussi positif que moi? Moi j'ai détesté. Pour la simple bonne raison que je déteste regarder des choses qui me font flipper, qui me mettent mal à l'aise. Donc les films d'horreur, j'aime pas ça. Les thrillers psychologiques, j'aime pas ça. Déjà, les thrillers de base, j'ai un peu de mal, parce que souvent il y a du suspense, la musique elle aide pas et tout machin, mais les trucs à suspense, je suis pas fan de fou. Genre, c'est pour ça que je préfère plus les films historiques et tout ça. Mais en vrai, par contre, le personnage féminin, Annie, j'ai su moi dès le début. En fait, j'ai vu que les 3 premières lignes du résumé. Je me suis dit, oh trop cool, ça va me plaire. J'ai regardé, au bout de même pas 5 minutes, j'ai fait, ouais, mais elle est tarée cette meuf. Et en fait, directement, dès le début, j'avais spoté. Alors, je n'ai pas lu le livre de Stephen King. Je n'avais aucune idée de ce que ça racontait avant de le voir. Et en fait, j'ai tellement pas aimé du tout que je me suis arrêtée à un peu moins d'1 heure de film. Je crois que j'ai tenu 1h05, quelque chose comme ça. Donc, moi, j'ai vraiment pas kiffé. Et surtout, j'ai vu directement qu'elle n'était pas forcément bienveillante et que ça se rapprochait étrangement d'une maladie mentale. Et c'est pour ça que j'aimerais faire le lien aussi avec le livre qui s'appelle Les 1001 vies de Billy Milligan. En gros, c'est le seul truc vraiment psychologique que j'ai lu dans ma vie. Et en fait, c'est l'histoire d'un schizophrène qui en fait a plusieurs personnalités qui ont des noms bien distincts, des caractères bien distincts. Et pour le coup, ça ressemble à la schizophrénie dans le sens où il y a sa personnalité malveillante, sa personnalité énervée, et sa personnalité gentille, et sa personnalité extrêmement gentille. Et c'est la même entité, mais c'est un petit peu... Enfin, elle se divise en fait. Il n'y a pas d'entre-deux. Ça rappelle le film Split oui, de James McAvoy, où il joue exactement... Split, c'est justement, c'est ça, c'est la séparation de la personnalité. Voilà. Ok. Et c'est de qui ce je sais plus. D'accord. Je l'ai lu, je l'ai adoré.
Et après, j'en ai plus du tout entendu parler, j'ai perdu le livre. Ok. Donc, pour le coup, Donc tu t'es arrêté à 45 minutes, c'est ça? entre 45 minutes et 1 heure, je sais pas Ok. précisément. Il y a rien vraiment qui t'a... Non. À part... Non. Ok. À part la neige, c'est joli. Voilà, pour le coup, Ok, bon. vraiment le Très seul bien. truc, quoi. Non, mais le flic inefficace. Ah, pas si inefficace que ça. Pas Non, si mais enfin, efficace que dans ça. le début du film, en tout cas, le flic inefficace, je veux bien qu'à l'époque, on n'ait pas beaucoup de moyens, mais. C'est vrai qu'au début, il est en hélicoptère, tu vois une maison. Non, mais moi, il voit une maison, je vais il- voir. Oh, il y a personne, il n'y a pas la voiture du mec. On se casse. Mais ça se trouve, il est dedans. Et c'est vraiment juste après qu'il reconnaît du coup Annie. Mais je Enfin, qui suis pas d'accord avec vous. Il aurait pu faire plus. Je suis pas d'accord avec vous, au contraire, il est fin en fait, justement. Mais bon, c'est un avis perso. Sissi, qu'est-ce que tu as pensé toi du... Moi, sur le shérif, franchement, je pourrais le détruire. Hein. Franchement, honnêtement, je l'ai trouvé inutile aussi. Après, bon, moi, je suis pas à sa place, je sais pas vraiment ce que j'aurais fait moi-même. Hein. Je sais pas vraiment comment ça marche, mais en tout cas, sur mon avis général du film, moi, c'est déjà un peu plus mon genre parce que j'aime bien tout ce qui est torture psychologique. Et bon, je sais pas si on peut vraiment dire que c'était de l'horreur, en tout cas, d'après Internet, oui. Et moi, j'adore l'horreur. Et les crimes aussi, pareil, bon, même si j'aime moins le gore. Tu en commets dans la vie ou... D'accord. Tu en commets dans la vie, les crimes? Oui, c'est vrai que c'est mon passe-temps préféré. Donc, en fait, je me suis vachement reconnue dans la femme, en fait. C'est un truc que j'aurais pu faire, je pense. Peut-être veux pas dire- toute seule dans l'année. Tu veux dire Annie Wicks? Tu t'es reconnue dans... C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est J'ai eu peur. Moi aussi. une blague, c'est une blague. Non, mais proche de Oh, ma il a eu peur. peur. J'y ai vraiment cru en réalité. Oh, il a eu peur, là. Non. Par contre, je la trouve vraiment intéressante parce que pour le coup, comme quand je l'ai regardée, je l'ai dit directement. Je trouve que c'est pas juste un personnage que, on va dire, un peu cruel et c'est tout. C'est vraiment, il y a une histoire derrière et ça, elle le raconte à un moment. Elle le raconte pas dès le début, on le découvre au fur et à mesure, mais on voit que, je sais plus, je crois qu'elle a eu une enfance un peu difficile ou un truc comme ça. Et Elle est mal tous les compris. gens, c'est Voilà. Mais je veux dire, bon, évidemment, je prends pas pitié parce que pour le coup, elle est vraiment horrible dans le film, mais on comprend un peu mieux quand même. Je cautionne pas, mais on comprend un peu mieux pourquoi elle est devenue comme ça. C'est de sa faute, mais pas à 100%. Elle est mal compris. Voilà. Et, Alors moi je me rappelle plus pour être franc, de son enfance. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement on voit que c'est une meurtrière qui a quand même tué des bébés, qui les a donnés à manger à son ou ses cochons, enfin je ne sais plus. On va peut-être le finir, en fait. Mais oui, tu as raté quelque chose parce que il y a des scènes. parce qu'en fait c'est le personnage en fait qui découvre ça en voulant s'échapper progressivement. Ouais. Vous vous rappelez avec il arrive à s'échapper progressivement de sa fameuse chambre là et il découvre dans l'album photo en réalité parce qu'elle garde en plus cette folle tous les articles de presse sur ce qu'elle a déjà fait en réalité hein. Et elle met des petits commentaires aussi hein, par exemple des choses positives quand il y a des bébés qui... TripAdvisor du crime. Exactement, ouais. Et alors, je voulais juste te dire une petite précision hein, sur sur ce personnage et du coup l'actrice, puisque en réalité, donc nous on la connaît, puisqu'on l'a même retrouvée dans d'autres films, notamment Titanic. Mais il faut savoir qu'à l'époque, en réalité, elle était inconnue du grand public, parce que donc Kathy Bates, elle faisait Broadway, c'était une actrice de théâtre en fait, et elle n'avait jamais fait de cinéma. Donc le choix du réalisateur pour ce film, c'était le fait de miser sur une inconnue. Et c'était très fort, je trouve, c'est un choix pertinent parce que on se dit, elle est normale, donc si on prend une actrice très connue, on se dit, non, elle pourra pas faire la psychopathe, ce sera pas crédible. Ouais. Donc elle était inconnue. Et elle a eu un Oscar pour ce rôle. Voilà, et c'est ça qui l'a vraiment fait décoller dans sa carrière. C'est son premier rôle au cinéma et elle a eu un Oscar. Exactement. Ça m'étonne pas parce que, comme dirait Denzel Washington, c'est vraiment sur les planches que tu apprends à jouer. En vrai, c'est pas faux. T'apprends vraiment au théâtre. Parce que là, c'est en live, c'est pas comme dans un cinéma où le réalisateur va te dire couper, tu refais. Là, c'est en one shot, on fait dans le théâtre. Et je trouve que moi, personnellement, c'est vraiment là où tu vois plus les performances d'acteurs plutôt qu'un film qui tourne. Quoi. Donc, Ouais, alors en même temps, sur ça, puisqu'on est sur les acteurs, parce que du coup, j'ai vraiment beaucoup bossé pour ce. J'ai regardé 3 fois le film, une fois normalement, une fois avec le supplément où on entend le réalisateur, une fois avec où on entend cette fois-ci le scénariste, dont j'ai oublié le nom, donc avec leurs commentaires. Du coup, t'apprends énormément de choses. Et alors sur le jeu, c'est intéressant parce qu'il révèle quelque chose. Je sais plus si c'est le réal ou alors le scénariste, mais il dit qu'en fait, James Caan, lui, ne vient pas du théâtre. Et du coup, lui, il a un jeu beaucoup plus instinctif. Il voulait pas beaucoup répéter en fait des scènes. Il voulait justement garder le plus possible la spontanéité. Ouais. Alors que Annie Wicks, alors que Kathy Bates, donc l'actrice qui joue Annie Wicks, elle
En revanche, elle avait besoin énormément de répéter pour que ce soit parfait. Donc, le réal a dû jongler en fait entre les deux. Ouais. Donc, il a dû faire répéter un peu moins donc Kathy Bates, mais un peu plus du coup James Caan. Et ils se sont bien entendus. Voilà. Bon, c'est chouette. Pour info. Non, ouais, c'est sympa comme info, parce que pour le coup, je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant dans le sens où ça montre un petit peu aussi comment le cinéma est fait et qu'en fait tu peux t'adapter. Genre, c'est pas un truc qui est élitiste dans le sens où c'est pas oh là là, Angelina Jolie, Brad Pitt, Jason Momoa et ça s'arrête là. En soi, tout le monde peut y avoir accès et ça, c'est super chouette. Parce que elle vient de nulle part, entre guillemets, elle était inconnue du grand public et au final, elle a un Oscar de son premier film, donc en vrai, c'est vachement motivant pour ceux qui veulent se lancer. Donc je trouve que c'est vachement intéressant cette anecdote. Et on peut aussi produire un podcast sans être des spécialistes du cinéma. Exactement. On pense à qui en particulier? Coucou. Ouais. Ok, juste une petite info puisqu'on est sur les acteurs, sur James Caan. Pour info, le réal a énormément galéré pour trouver un acteur. Et je vais vous donner la raison, je sais pas si vous l'aviez entendu. C'est très intéressant sur la question homme-femme, ça va t'intéresser Sissi. En fait, moi, je pense mais particulièrement, c'est qu'en fait, les acteurs masculins ne voulaient pas de ce rôle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, premièrement, donc le personnage Paul Sheldon est torturé et soumis à une femme. Premièrement. Deuxièmement, il reste dans une chambre pendant la quasi-totalité du film. Donc, il est quasiment en fait inactif, entre guillemets. Et donc, en gros, ce que disait le réalisateur, c'est qu'en fait, les acteurs masculins connus ne voulaient pas de ce rôle parce que ce n'est pas ce genre de rôle qui produit de très très grandes stars de cinéma. Très intéressant. Ah bah c'est pas masculin comme rôle, c'est vrai. Bah, il y a des tueurs en série qui s'attaquaient que aux hommes, pour le coup. Donc, je sais plus si c'est Ted Bundy ou si c'en est un autre, mais il y a des tueurs en série qui s'attaquent que aux hommes. Bah, Dahmer. Je dirais Dahmer. Oui, Dahmer, ouais, c'est Dahmer, pardon, j'ai confondu les deux. Mais pour le coup, tu peux aussi bien être la cible d'un tueur en série en étant un homme ou une femme. Mais ils ont raté quelque chose. Donc, oui, ils ont raté quelque chose, ils ont raté un truc. Clairement. Et moi, je trouve que ce rôle est vraiment sublime. En réalité, James Caan, il est incroyable dans ce rôle. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont refusé pas mal de gros rôles et qui après ils regrettent. Ouais. Tout à fait. Parenthèse, Matt Damon avait refusé Avatar. Ils l'ont donné à Chris Wanton et Matt Damon a regretté parce qu'au final c'est James Wanton qui a eu une grosse masse salariale derrière. Wow. Il a regretté. Je savais pas du tout. Mais c'est pareil, Ça arrive. il y a les Beatles qui devaient jouer dans Le Seigneur des Anneaux à la base. Non. Si. Mais quel rôle? Ah, ils devaient faire juste les personnages principaux, mais en gros, il devait y avoir les Beatles à l'affiche du film. Le groupe de rock au Mordor se rend compte. Ouais, voilà, c'est ça, ils jouaient de la guitare au Mordor là. Ouais, je suis content qu'ils aient pas été choisis. Voilà, mais pour le coup, ça aurait pu donner un truc qui était sympa, mais on le saura jamais. Non. Parce que du coup, les droits du film étaient trop chers. D'accord. Voilà. Donc ils sont pas allés. Mais bref. Alors, puisqu'on est sur les acteurs, je termine, j'avais prévu, je sais pas si vous avez remarqué, une très grande actrice, donc qui est bien sûr plus âgée, on la voit, c'est l'éditrice de Paul Sheldon, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait il s'agit de Lauren Bacall, en fait, qui est son éditrice à New York, donc elle a ce rôle, et la petite info c'est qu'elle est habillée en Giorgio Armani, tout début du film, on la voit. Bon, elle est pas très importante dans le film, mais c'est une très grande actrice, donc voilà, sa présence. Et le fameux shérif, que vous n'aimiez pas trop, que moi j'aime beaucoup, en fait c'est un ancien cascadeur, donc il est mort maintenant, depuis le temps, et mais moi je trouve qu'il a un bon jeu, en fait je trouve qu'il joue bien, donc dans la vie c'était un cascadeur en fait, et alors sa femme par contre j'ai pas retenu son nom, et je trouve qu'ils ont une relation assez... J'adore mais moi je trouve qu'il y a un miroir en fait, qui a été fait entre leur belle relation complice et en même temps ils s'envoient des vannes, avec la relation plus que violente, toxique et torturée de Paul Sheldon avec Annie Wilkes. En fait, je trouve qu'il y a un rapport de... il s'appelle Buster, du coup, son personnage qui joue. Ouais. Donc comme ça, on aura fait le tour sur les personnages. Pour le coup, si je peux revenir sur ça, en vrai, je pense que le film m'aurait plu s'il avait été du point de vue du flic qui mène l'enquête. Et qu'on aurait eu 2-3 plans sur, l'écrivain et Annie. Là, je pense que ça aurait pu me plaire, mais juste avec 2-3 plans, genre à la fin, en mode il s'est passé tel truc, et l'auteur il raconte vite fait son histoire, peut-être s'il est encore vivant ou quoi, ou Annie elle avoue au procès si jamais machin. Là, je pense que ça m'aurait plu, mais en fait, c'est tourné dans le sens où la victime et le tueur sont les personnages principaux. C'est pour ça je pense que ça m'a pas plu, parce que c'est beaucoup trop anxiogène. Alors que du côté des flics, c'est nickel. Faut pouvoir avoir un thriller. Ouais, voilà, en fait, j'aurais préféré avoir ça. Intéressant aussi, ouais.
Mais d'après vous, ça casse vraiment du coup le côté psychologique. c'est ça, Mais exactement. moi, ça m'arrange. Parce qu'après, ça casse aussi le fait que, c'est pour ça que j'ai bien aimé, parce que moi, il y a une grosse similitude avec Shining, où là, on est sur une seule arène à huis clos, donc la maison. Bon, on a encore le même truc, c'est-à-dire hauteur, etc. Et le fait aussi que j'avais aussi écrit que les deux récits exploitent l'isolement géographique qui plonge les protagonistes dans une réalité déformée, où les frontières en rationalité et folie s'estompent. Dans le sens où là, je trouve que dans les deux films, t'as une folie du coup du personnage principal. On voit quand même qu'il devient un peu fou, donc Paul Schrader apporte, je suis le seul à avoir remarqué ça. Fou dans quel sens? Dans le sens en fait où à la fin par exemple il fait que voir Annie du coup, carrément il est traumatisé par elle à la fin du film où il voit la serveuse arriver. Ah oui, mais c'est normal. Elle, Parce qu'il a vécu quand même quelque chose. voilà, donc je trouve déjà qu'il est très Traumatisé. ouais, traumatisé. Il y a aussi le fait, j'ai bien aimé aussi le truc où il quitte pas vraiment en fait son petit confort dans le sens où il continue à écrire chez elle et en gros en fait le défilement etc qui passe avec la pluie etc et en mode il a un peu son côté chez lui qu'il connaît mais à la fois il est dans ce moment là où il est tout seul face à elle et en fait il est en fait prisonnier. Donc en fait je trouve qu'il y a vraiment ces deux mondes entre ce qu'il avait d'ailleurs toujours et du coup ce qu'il a le fait du coup d'être face à cette folle. Donc il y a ce truc. Mais moi je suis vraiment pas d'accord parce que premièrement sur le fait qu'il écrive, c'est ça aussi la grande et d'ailleurs tiens ça tombe très bien parce que c'est une différence avec le roman de Stephen King. C'est qu'en fait dans le film, il brûle en fait son manuscrit. Vous vous rappelez la scène où elle l'oblige à brûler, ce qui est terrible. Et là on sent toute sa détresse. Mais dans le roman, il ne le brûle pas. Apparemment, il fait semblant de le brûler ou autre, mais bref, en tous les cas, dans le roman, il ne le brûle pas. Et ce qui fait que, en fait, qu'est-ce que ça permet? Ça permet qu'à la fin, la fameuse scène où il voit encore Annie Wilkes, mais bien sûr, ce n'est pas elle puisqu'elle est morte. En fait, si vous vous souvenez, du coup, pour ceux qui ont vu la fin, il réécrit un autre livre, qui est un grand livre, et qui n'est plus du tout le cycle des Misery de ces romans-là, l'eau de rose. Donc ça prouve quoi? Qu'il a réussi, justement. C'est-à-dire qu'il a enfin écrit quelque chose pour lui-même, en fait. Il est sorti de son truc, en fait, à l'eau de rose, parce qu'il en avait marre, tu vois. Il s'est pas inspiré de son expérience. Il s'est inspiré, ouais. Mais il a fait une œuvre, justement, personnelle. Et il a dit, d'ailleurs, il le dit à la fin, c'est un peu grâce à ce qui m'est arrivé, en fait. Et là, je reviens sur, cette fois-ci, Stephen King, grâce au livre que tu m'as prêté, je t'en remercie. J'ai oublié le nom. Le livre de Stephen King. Le métier de l'écriture, hein. Voilà, sur le métier, donc de l'écriture. En fait, Stephen King lui-même analyse son propre écrit en fait en disant qu'en réalité Paul Sheldon c'est lui et que lui il a été donc il y a deux choses, il a été prisonnier premièrement il faut le savoir mais de l'alcool et de la cocaïne et en fait Annie Wilkes elle représente, c'est un symbole de cela, de sa propre addiction. Ça c'est Stephen King l'explique lui-même. Et deuxième chose c'est que Stephen King n'a jamais réussi justement à faire ce qu'a fait Paul Sheldon dans le film, c'est-à-dire à sortir de son genre qui était le fantastique et le tu vois. Du coup, là, il a créé un personnage que lui, il aimerait être. C'est ça quelque part, il y avait une manière de se faire une thérapie, oui. Mais justement, là où c'est intéressant, c'est que dans le film, Paul Sheldon, le personnage, a réussi à faire quelque chose que Stephen King, lui, n'a pas réussi à faire. C'est que Stephen King est resté auprès de ses fans à faire ce que les fans voulaient de lui. Alors que Sheldon, justement, il sort du cycle Misery, il écrit un grand livre reconnu comme tel. Voilà. Et d'ailleurs, en revenant sur le roman de Stephen King, je l'ai pas lu, mais il n'y a pas d'autres incohérences dans le sens où Annie, elle utilise une arme pour casser les pieds de Paul. Dans le livre, je crois qu'elle n'utilise pas une autre arme. Pas forcément ça, je crois que j'ai lu en... Bon alors, on est obligé de parler de la scène, du coup, que tu n'as malheureusement pas vue. Non, mais je l'imagine assez bien. Ouais. Qu'est-ce qu'elle t'a inspiré, si J'ai regardé, j'ai enlevé mes lunettes. L'avantage de Niop, c'est que t'enlèves tes lunettes, tu vois flou. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait comme ça. Mais j'ai entendu et tout, et c'était rapide. Mais de toute façon, ça sentait la douleur, on entend des cris. Dans les cris, ouais. Alors, pour les gens qui nous écoutent, il faut qu'on précise de quoi il s'agit. C'est une scène incroyable. C'est la scène où Annie Wilkes, du coup, se rend compte que Paul Sheldon a réussi à se barrer de la chambre. Il est sorti de la chambre. Donc, il lui a désobéi. Et comme elle est tarée, elle va le punir. Et elle le punit comment? De manière assez forte. C'est qu'elle l'attache, en fait. Bon, déjà, elle vient donc dans son sommeil au cœur de la nuit. Elle lui donne un tranquillisant. Et à l'aube, visiblement, elle vient, il est complètement attaché, ligoté et tout. Qu'est-ce qu'elle lui fait? Elle lui met une espèce
de barres en bois en fait entre les deux pieds, et avec une grande masse, elle démolissent ses chevilles en fait, l'une après l'autre. Tu vois même le pied en plus, Voilà. la cheville. Et tu vois bien, et alors, il y a une, ils ont été intelligents, je trouve les réalisateurs étaient vraiment bien parce que en fait il a montré qu'une seule des deux chevilles se faire casser. Et tu as raison, donc je crois que c'était effectivement dans le, non je sais plus si c'était dans le roman ou pas. Ah non voilà, c'est le scénariste en fait qui a repris le roman de Stephen King, qui lui avait pensé à une autre idée qui n'était pas de lui casser, de lui briser les chevilles, qui était de lui sectionner les pieds. Donc c'était beaucoup plus gore. Et c'est le scénariste qui raconte lui-même dans les suppléments au DVD, c'est que lorsqu'il a vu que le réalisateur est parti sur cette fameuse scène où Paul Sheldon se fait briser les chevilles, il était furax apparemment. Il a dit mais vous avez cassé en fait mon scénario, il n'était pas content. Mais lui-même il le dit, mais finalement le réalisateur a eu raison. Parce que si on avait effectivement été dans ce gore, peut-être que les gens auraient été trop choqués et le film ne serait pas resté autant un classique. Ouais. Voilà. Bah, pour le coup, je trouve que en vrai, c'est peut-être mieux de pas montrer de sang. Je sais pas s'il y en a dans cette scène ou pas, Non. mais le mieux c'est de pas montrer de sang parce qu'en fait le film est beaucoup plus gore si tu montres du sang plutôt que si t'en montres pas. C'est ce qu'on disait par exemple sur Titanic, il y a quasi pas de sang. Et en fait, c'est beaucoup moins gore. Donc, du coup, je comprends un petit peu le fait de. C'est moins gore, donc du coup, c'est peut-être mieux pour le spectateur qui, du coup, souffre un peu moins, ou du moins crée moins de traumatisme après avoir vu le film. Quoi. Je crois qu'il y en a du sang au moment où il y a l'affrontement entre les deux. Donc, ça se frappe dessus. Oui. Mais c'est pas du pressant, du sang où t'es choqué, quoi. Qui coule, qui gît. Oui, non, il n'y a pas. Enfin, voilà. Non, c'est le petit sang avec le nez tout. Et puis j'ai envie de dire, on est à la fin, c'est l'apothéose, donc Oui, c'est c'est voilà. normal, c'est Donc logique. là, c'est logique, du coup, dans la loi. Mais C'est un effectivement. peu la bataille finale. C'est clairement lorsque c'est ça. aussi Walt dégaine le fusil à pompe sur le shérif. Oh, C'était- mais quelle Je m'y scène! attendais pas du tout. Incroyable. Mais quelle scène! Ah, moi je m'attendais quand même un peu. Ah, moi aussi, il va. Là-dessus. Non, moi je pensais qu'il allait mourir, mais pas maintenant. Tu vois, le Moi, temps pas qu'il le monte, et là, il tire dessus là, carrément avant même qu'il puisse descendre, c'est là où il tire Ah, dessus. mais moi je pensais que ça aurait été la fin du film et happy end en fait, pas du tout. Ouais. Je dis, mais elle est incroyable, elle est invincible en fait. Ah, c'était comme ça, en fait, elle avait déjà vécu en fait, plusieurs fois ce genre de situation. En fait. C'est ouf. Alors voilà, moi je trouve que c'est ça le génie du film, c'est vraiment progressivement, on va de plus en plus vers cette scène finale en fait. J'en ai repéré d'autres aussi, alors bien sûr on n'a pas parlé du porc. qu'elle a- J'ai oublié de le préciser dans les acteurs, c'est vrai. Parce Mais qu'il oui. se trouve sur internet aussi. Hein. Exactement, donc parmi la comment ça s'appelle, parmi la liste en fait des casting. acteurs, le casting, merci, on a le porc Misery. Ouais, Misery the Pig, d'après Internet. Exactement. Donc en fait là on voit qu'effectivement c'est une sorte d'indice qui fait qu'elle est un peu dérangée peut-être du présent. Et je sais pas si vous vous souvenez, moi c'est pas tant le fait qu'elle ait un porc qui m'a... On voit le regard de Sheldon qui est un peu estomaqué, mais vous vous souvenez, c'est quand elle fait partir le porc après cette scène, juste à la fin, qu'est-ce qu'elle fait? Vous vous souvenez? Non, je sais plus. Et c'est là on se dit, elle a un problème. En fait, elle se retourne vers Paul Sheldon et elle imite elle-même le porc. Oh, vous vous putain. souvenez? Ça y est, c'est bon. Mais oui, et là, il se dit, ok, en fait, elle a un grain. Bon, elle a pas que elle a le sachet de graines de riz, là. C'est ça. C'est clairement aussi avec le faux téléphone où elle débranche tout, genre même rien que là, tu te dis. Voilà, tu vois, il y a quand même un souci. Et on est sur eux, je crois. Et vous vous souvenez, quand il a réussi à sortir, en fait, Paul Sheldon, sans faire exprès, il fait tomber un petit sujet, là, une petite figurine de pingouin. Il le remet. Et en fait, elle s'est rendue compte que quelqu'un était venu parce qu'il n'était pas orienté vers. Donc, elle est complètement. Et je pensais que ça allait être qu'un détail, ça. En mode qu'il allait réussir à ne pas le faire tomber et que ça allait, c'est tout, on n'allait pas en reparler. Mais en fait, C'est-à-dire, il y a pas une nouvelle du couteau qu'il a caché sous le matelas. Et quoi Le- Oui, c'est vrai qu'il a Alors, le essayé de couteau, cacher il les- l'utilise plus, hein. Mais il l'a pas utilisé. Parce que moi, je trouve que ça me dit que ça sert à rien, du coup. C'est Mais des lequel? médicaments. De quoi, les médicaments, le couteau? Non, d'avoir pris le couteau, il le cache comme Le ça. couteau, elle a montré, elle a dit, regarde, c'est ça que tu Oui, cherches. c'est ça. Ah, ok. Elle l'a trouvé. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il l'avait caché sous le matelas. Sous le matelas, ouais. Et c'est pour ça qu'elle l'avait justement tranquillisé, enfin lui avait donné ce tranquillisant. J'avoue, ouais, C'est qu'elle a récupéré le couteau en fait. J'avais oublié qu'elle avait eu. Parce que Et là, il me dit, ouais, c'était bizarre. Et là, on sent à cette scène qu'il va arriver quelque chose. D'où après le fait qu'elle lui brise en fait les chevilles. C'est très fort. Ok, alors sur les scènes, moi personnellement, j'ai fait à peu près le tour. Alors sauf peut-être puisqu'on parlait de l'apothéose, quand il y a le fameux combat. Je sais pas si vous vous souvenez. Donc là, il invente en fait un stratagème. Ah sinon, pardon, il faut qu'on parle d'autre chose avant. C'est justement quand il a essayé d'utiliser un autre stratagème qui était les gélules qu'elle lui donnait. Sur le vin, Ouais. dans le vin. Voilà. Sur le matelas. Il a mis
tant de temps, hein. Tu te rappelles de cette scène? Il a mis tant de temps pour réunir justement dans toutes ces gélules, il les cache, il fait semblant de vouloir dîner avec elle, et finalement après, il profite de lui demander qu'elle aille chercher une bougie pour lui mettre en fait dans son vin, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle me fait renverser le vin, du coup elle C'est vraiment mal tombé, hein. Et après, je vais pas comment ça va dire. Non mais c'est génial. On va récupérer une bougie encore, ma chérie. Comment il avait pas envie de faire de trucs avec elle, là, tu vois. C'est clair. Ah ouais. La scène du coup finale où il prépare. Là, moi j'adore cette scène, vous savez, à la fin où donc il a fini ce fameux roman qui serait la renaissance du personnage de Misery après l'avoir assassiné, puisqu'on se rappelle qu'en fait elle commence à s'énerver contre lui parce que dans l'un de ses livres il finit le cycle Misery, elle ne le supporte pas, donc là finalement sous sa torture il est obligé de réécrire un Misery où elle renaît, et à la fin vous vous souvenez il prépare donc il y a l'allumette, c'est les premières scènes du film, hein. C'est tiré des premières scènes, on voit l'allumette, on voit le champagne, on voit tout. Et là, sauf qu'en réalité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui-même brûler sa propre œuvre, comme elle lui avait demandé de le faire. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va en profiter pour lui asséner le coup final, quelque part, enfin presque, avec la machine à écrire. Moi j'adore là, vous voyez, juste ce moment-là, cette scène où il prépare justement en fait le fait de se débarrasser d'elle. Et clairement, je me suis dit la machine à écrire, qu'elle ne l'a même pas assommée totalement, quoi. Donc ça m'a... Ça, c'est tous les méchants, de toute façon, de tous les films, moi, clairement, ils si tu sont mets juste immortels. une tarte, déjà, moi, je m'endors. Pour le coup, après, une machine à écrire, en fait, ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a que 4 coins, en fait, sur le bas. Parce que si tu tapes avec quelque chose de plat, tu vas assommer. Si tu tapes avec un angle, là, t'as plus de chances d'attaquer la boîte crânienne et le cerveau. Donc, t'as plus de chances de tuer avec un angle qu'avec un truc plat. Donc, pour le coup, c'est peut-être logique, en fait, qu'elle soit juste un peu en mode sonné, un peu stone, selon avec quoi il a tapé. Alors, puisqu'on parle de ça, moi je trouve qu'en fait, justement, il y a une scène pour moi qui est de trop. C'est juste après ça, donc il tente de l'assommer avec la machine à écrire, ils se battent, il lui met les doigts dans les yeux, il se retrouve par terre, tout ça, ok. Mais vous voyez, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe ensuite? Il réussit, en fait, alors je sais plus comment, mais il la fait tomber. Ah oui, elle lui tire dessus, hein, il se jette sur elle et elle se cogne la tête très violemment contre la machine à écrire, on voit du sang une fois qu'elle est allongée. Donc là on se dit elle est morte et elle devrait être morte. Moi je trouve qu'il aurait dû s'arrêter là. Mais il le dit lui-même en réalité dans les suppléments. Il dit, quand c'est sorti dans les années 90, quand il y avait une sorte de bagarre de ce type, en gros c'était la fin. On ne s'attendait pas à ce qu'elle revienne. Donc c'était novateur à l'époque, du fait qu'elle revienne malgré en réalité le fait qu'elle était déjà morte. Moi j'ai trouvé cette scène un peu too much, c'est devenu un cliché. Mais le réalisateur il le dit lui-même en fait dans les suppléments. Il dit oui, malheureusement c'est devenu un cliché, le fait que le méchant entre guillemets revienne d'entre les morts quelque part pour continuer. Mais à l'époque c'était nouveau. Donc là c'est les années 90. Hein. Oui, là maintenant on s'y attend, quoi. Voilà. Après ça dépend d'où ça saigne. Dans le sens si ça saigne de l'oreille, ça mettra plus longtemps à mourir que si ça saigne de la boîte crânienne par exemple. Mais on le sait pas en fait. Et en fait on le sait pas, et du coup c'est pour ça, tu te fais une blessure de ce type-là justement au-dessus de l'oreille, c'est ta boîte crânienne, mais en même temps du coup tu peux potentiellement survivre et tout machin, donc c'est... Alors pour moi ça paraît logique qu'elle meure pas tout de suite, du coup. Je sais pas, c'est... Ils l'ont laissé sans réponse à la fin, ça c'est-à-dire le fait qu'on sache... Enfin, elle est morte, en tout cas, on sait qu'elle est morte. Alors elle est morte après justement pour moi cette scène qui est de trop, où elle retente encore de l'attaquer, et lui il l'achève finalement avec quoi? Avec la sculpture sous forme de cochon, hein, c'est assez drôle d'ailleurs, et il la frappe très violemment au visage avec cette sculpture lourde. On pense que c'est du plomb, je sais pas ce que ça doit être, et elle s'écrase sur lui en fait. Mais ça en même temps je trouve qu'il y a un côté beau, c'est qu'il faut pas oublier quelque chose, hein. Elle a été amoureuse de lui. Alors, de manière complètement psychotique, mais elle était amoureuse de lui, et finalement, elle finit comment? Sur lui. Elle l'écrase, mais vous voyez, elle l'aimait aussi, hein, parce qu'il a joué sur son... Souvent, si vous vous souvenez, il a joué sur son amour qu'elle ressentait pour la manipuler, même si à la fin, ça marchait pas, mais au départ, ça fonctionnait, en fait. Et lorsqu'elle avait enfermé dans la cave, non? Il me dit pas... Alors, mais bien sûr. Il dit la première fois sur le lit, elle a dit, je sais, j'aimerais y croire, mais je ne te crois pas, quelque chose comme ça. Après, c'est à la cave.
où il lui dit réellement, et là je crois qu'elle a commencé à le croire à ce Ah, mais moment-là. tout à fait, c'est que s'il n'avait pas utilisé ça, elle l'aurait tué, parce qu'elle avait le pistolet avec 2 balles, et elle voulait, puisqu'elle savait qu'elle avait tué le shérif, et là, là clairement, il fallait vite, elle allait se reprendre. Donc là, c'est par l'amour qu'il a réussi à lui en fait, elle a détourné de ce projet, mais par une autre chose aussi, parce qu'elle aime vraiment aussi le personnage de Misery, et elle voulait effectivement qu'il finisse son roman. Par la passion du livre. Ouais, exactement. Alors, pour le coup, cette maladie de tomber amoureux de quelqu'un et tomber vraiment éperdument amoureux, ça s'appelle l'érotomanie. Et en fait, justement, là, je viens de lire du coup un espèce de petit résumé d'un rapport scientifique. Et en fait, il y a certaines formes d'érotomanie qui se rapprochent de la schizophrénie, en fait. Parce que du coup, la personne va se créer une personnalité que la personne dont elle est amoureuse pourrait être fan. Et du coup, ça se rapproche de la schizophrénie, mais ça n'en est pas. Donc peut-être que ce que j'ai dit au début, du coup, n'était pas forcément juste. Du coup, je rectifie, donc c'est de l'érotomanie. Ok. Voilà, c'est juste une maladie où en gros, il y a une personne X qui tombe amoureuse d'une personne Y, sauf que Y ne veut pas tomber amoureuse de X. Et que du coup, X continue et globalement sont contre-fous de la vie de la personne. Et veut qu'une seule chose, c'est le baiser, le mariage, l'enfant, le kangou et le labrador. Voilà, en gros, c'est ça le concept. Ok, ça me fait penser à alors c'est pour un petit peu changer en fait de sujet, mais moi du coup comme je l'ai vu plusieurs fois, il y a un truc moi qui m'est venu depuis le début, c'est, je sais pas si vous vous souvenez, cette fois-ci on revient tout au début du film, on le voit, donc il termine donc il a terminé son livre. Il a son fameux rituel quand il termine le livre avec le Dom Pérignon, le champagne et tout ça. Voilà, avec sa fameuse mallette dont on n'a pas parlé aussi en cuir, qui a été très travaillée pour qu'elle apparaisse comme ça, très patinée. Puis il s'en va avec sa voiture et c'est là qu'il va avoir l'accident. Mais en fait, ce qui est très bizarre, c'est que si vous vous souvenez, il a l'accident, mais très rapidement, il est sauvé. Et si vous vous souvenez, en fait, pareil, c'est elle qui est là. En fait, en réalité, elle le suivait. Elle avait un pied de biche. On voit que je sais pas si vous avez fait attention, mais ses gestes sont très très précis, très coordonnés, comme si elle avait déjà en réalité. Voilà. Et en fait, elle le révèle ça. Si vous vous souvenez du film. Oui, elle me dit qu'elle observait déjà depuis. Voilà. Que même elle aurait été par la fenêtre. Exactement. Du coup, moi, il m'est venu en fait une hypothèse, mais ça, j'ai pas pu le vérifier en regardant toutes ces fois le film. C'est qu'en fait, moi, je pense qu'elle a dû carrément peut-être manipuler sa voiture pour qu'il ait l'accident. J'avais pensé. Ah, après, le modèle trafic les freins. Exactement. Parce que pour avoir un petit bus, etc., et pour avoir, comme tu as dit, les mouvements idéaux, oui, c'est qu'elle a vu leur soirée. Après, ouvrir une voiture avec un pied de biche, ça se fait. Oui, mais c'est pas la question que ça se fait. C'est qu'en fait, elle avait préparé pour que ça se fasse. Tu vois, elle avait tout prévu en fait. Ok, oui. Bah, tu vois, alors c'est pas c'est possible, c'est pas la personne d'à côté qui va se promener avec une petite biche quand ça avec lui, quoi. Ouais, mais du coup, moi, ça me fait poser une question. Si vraiment elle l'aime, pourquoi elle prendrait le risque de le tuer? L'accident, elle peut pas le contrôler. Ah, évidemment, mais là, je pense que ça fait partie du genre. Là, pour le coup, Stephen King. C'est moi qui parle en France. Non, mais moi aussi, je me suis posé la question. Mais là, il y a toujours une part de mystère. Bon, c'est du Stephen King aussi. Je pense surtout qu'elle s'est dit aussi que je pourrais pas être avec lui si par exemple je le blesserais ou quoi, chose. Mais il serait mort, oui, mais je pense si elle l'aime, elle aurait été. Ouais, mais peut-être que Stephen King te dirait, mais moi j'ai cru à ce qu'il meurt pas. De toute façon, elle voulait déjà se tuer à la base. Oui, voilà, oui, de base. C'était super. Elle aurait fait aussi, je pense. Elle m'a dit que si je meurs, genre, je suis mort avec moi, quoi. Bon, de toute façon, sinon, il n'y aurait pas eu de film non plus. Après l'accident, Dylan. Il est mort, mais je me suis posé la même question, effectivement, c'était risqué parce qu'elle aurait pu vraiment le tuer pour le coup. Et là, il n'y aurait plus de Misery du tout. Ah, mais bon, si on va aussi loin, il n'y a plus de roman, du coup, voilà. C'est vrai qu'en fait, dans tous les films comme ça, du coup, il n'y a plus rien. C'est comme par exemple pour Titanic, si Rose elle avait sauté, bon bah c'est bon. Ça s'est passé. Dans Robin des Bois, si le bateau pour revenir en Angleterre il avait coulé, bon bah plus de Robin des Bois. Enfin, tu vois, c'est... Ou si Jack se serait monté sur la barque, les deux auraient coulé, quoi. Ouais, voilà, les deux auraient coulé, hop là, la fin du film. Tu vois, il y a à chaque fois, dans tous les films, t'as une scène où en fait, si ça s'était passé différemment, mais il n'y aurait pas eu de film. Dans les scènes, bien sûr. C'est en littérature, en fait, on a un nom pour ça. C'est que, en fait, il y a un pacte entre le lecteur et l'auteur, un pacte tacite. Et il faut accepter le pacte, sinon il n'y a pas d'histoire. Voilà. Je pense que c'est pareil aussi sauf peut-être les films chefs-d'œuvre ou je sais pas. Bref, en tous les cas, pour moi, je trouve que c'est un très grand film, mais c'est vrai que c'est subjectif parce que j'adore l'aspect psychologique et surtout progressif où elle passe de femme normale à ce qu'elle est, quoi, psychotique, dangereuse et autres.
Ok, est-ce que vous avez d'autres choses qui vous ont, je sais pas, la musique, les scènes, le visuel, est-ce que Il y a des de choses... la musique. Ouais, pas fan de la composition. Alors oui, Je m'en souviens plus. alors oui, en fait il fait mention de, mais malheureusement j'ai pas fait des recherches en réalité, donc j'aurais pas grand chose à dire, mais on a un compositeur qui est cité, c'est Liberace. À la fois par les personnages et aussi on l'entend dans la musique de film, et j'avoue que j'ai effectué aucune recherche, donc je pourrais pas aller plus loin, mais il y aurait des choses à dire sur ce que par exemple elle choisit un morceau de Liberace justement dans une scène du film. Je sais plus d'ailleurs laquelle, mais bon j'ai pas effectué les recherches. Non, par contre sur les plans, tout à l'heure on parlait du fait que c'est un peu un huis clos, hein, on est dans la chambre, mais en fait là c'est intéressant parce que si vous vous souvenez, il y a de très belles scènes en fait en extérieur. Et là, ça va, je pense, aussi t'intéresser, Momo, sur ça, sur la réalisation. C'est qu'en fait, le réalisateur lui-même dit que, comme en fait on est dans un huis clos, les gens, les spectateurs, les téléspectateurs en avaient marre aussi, peut-être ils ont été étouffés de voir toujours qu'ils sont dans cette chambre. Et donc le fait de montrer de très très belles scènes d'extérieur, c'était aussi pour le réalisateur de faire respirer en fait le public. Et je trouve aussi peut-être aussi c'est pour que le spectateur se ressente aussi ce qu'il y a aussi le personnage principal. Déjà que si nous on est claustrophobe entre guillemets avec juste d'être sur une arène, le personnage en fait vit pire que ça en fait. Tout à fait. Et il y a aussi, parenthèse, on parlait des récompenses pour les actrices, et Kathy Bates a eu 2 récompenses, César, Oscar, et également Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique. Et 3 ans plus tôt, du coup pour ce film, Stephen King avait reçu le prix Bram Stoker, du coup pour cette histoire. Donc déjà quand même, Kathy Bates du coup sort avec 2 récompenses en une année pour son premier film au cinéma. Et pour une inconnue au cinéma, c'est juste hallucinant. Et Misery the Pig, elle a pas eu de prix. Et non, malheureusement. Je devrais parce que là, pour moi c'est incroyable. On a pas vu beaucoup, mais ça m'a marqué. Ah, elle a eu peut-être le foin d'or, je ne sais pas. Ça mange du coup, les cochons. Ou ça mange tout, quoi. Ouais, ça mange tout, genre. Même des bébés. Ouais. Non, vous savez pourquoi je dis ça? Non. Puisqu'en fait, dans le film, on sait qu'elle nourrissait des porcs, elle nourrissait avec les bébés. Ça mange tout. De toute façon, pour te débarrasser d'un corps, si tu le donnes encore à un cochon, il laissera que les dents. Donc, puis la raison, c'est dur. Les os aussi, mais il y a la moelle à l'intérieur, donc en fait, il va tout dépioter, il va tout manger. On est toujours ravis d'avoir tes détails De rien, c'est gentil. de médecin légiste. Tes connaissances. C'est gentil. Par contre, ça me rappelle un film de ça, sur le fait qu'ils avaient du mal à se débarrasser des corps, ils utilisaient des porcs. Je crois que c'est dans un film sur la mafia italienne aux États-Unis. Je me demande si c'est pas les affranchis C'est un truc de ou... mafieux. Et oui, Ouais, clairement. sûrement. Je sais plus que c'est un... Tellement de solutions plus pratiques. Je sais plus. C'est... Genre, te les donner à toi. Oui, voilà, me les donner à moi, en 2 jours, c'est fait. Voilà, on prend au montage ce passage. Ouais. Pas envie de la première année. Ok, donc oui, alors une petite chose aussi intéressante sur les plans, c'est qu'en fait, quand on est donc dans la chambre, souvent on voit, vous savez, le paysage de la fenêtre. Eh bien, souvent c'est un fake. En fait, c'est alors je sais Un plus fond vert. comment ça s'appelle la Un fond technique. Voilà. Ouais, c'est fond bleu, elle est Ouais, c'est. Ça fait en fait, tu mets un fond et ça fait une sorte d'allongement. Et en fait, Pour voir plus loin. la lumière que l'on voit sur James Caan, du coup, qui est allongée, c'est une lumière artificielle. Ah ouais. en réalité. Voilà. Plus souvent, lui, il a souvent été filmé en plongée pour montrer qu'il est en fait dominé par du coup Annie. Et elle, souvent filmée en contre-plongée pour montrer celle qui s'impose. Des fois un peu trop d'ailleurs, je trouve. Ouais, c'est un peu abusé. Ouais. Normalement, tu fais plus ça dans les films de super-héros pour montrer en fait que le super-héros en fait domine la situation. Ou alors dans les films un peu comme ça, mais ça, j'avais peur que je plus quand même. Mais bon, c'est les années Mais 90. oui, voilà. Puis, Ouais, après, moi, ça me dérangeait pas, quoi, personnellement. Voilà. Bon, en parlant des plans, je les ai trouvés vraiment intéressants parce que là, à un moment, quand il demande le papier et tout, parce que ça bave et du coup il faut qu'elle aille en chercher d'autres en ville, je sais que quand il lui a dit ça, il y a eu directement d'un coup un gros plan sur son visage à elle, et je trouve que ça a donné vraiment un aspect vraiment menaçant et perturbant, et c'est cool parce qu'on voyait bien que en fait qu'elle est folle parce qu'elle regardait devant, elle tourne la tête, vraiment on sait pas trop à quoi elle pense, et enfin ça faisait un peu peur en fait. Elle s'est surtout dit en fait, lui il fait chier. Moi je me souviens qu'elle lui me fait chier, et elle s'est surtout dit aussi qu'il peut faire quelque chose chez moi, dans le sens où il va essayer de s'échapper en fait. Parce qu'elle, je pense, elle a plus vu comme ça. Parce qu'en fait, elle se dit que moi je pars de la maison, lui il est capable du coup de sortir. Ouais. Donc le fait qu'elle ait pas un œil sur lui. Elle s'attendait pas surtout, elle voulait faire entre guillemets. Non, elle voulait le faire bien.
Mais elle s'est dit, Fouet, ça m'arrive maintenant, quoi. Mais est-ce que vous avez remarqué, c'est que c'est ça qui est terrible avec elle, avec sa psychose, c'est que effectivement, elle veut faire les choses bien, hein, faut pas renier ça. Mais dès qu'il y a un tout petit élément qui brise les rouages, de rien du tout, elle part complètement en Mais elle live. accepte pas quand c'est pas ce qu'elle veut. Exactement, De toute façon. c'est ça. De toute façon, à la fin même, elle dit oui, est-ce qu'elle va sortir avec tel personnage. Donc lui, à un moment, il accepte, il fait oui, et enfin, je sais plus ce qu'il dit. Et elle fait ah, et après, c'est comme si c'était son choix à lui, mais en fait, c'était elle qui l'a un peu forcé à dire ça, en fait. Peut-être, je pense, pour éviter aussi la contrarier, il dit aussi, ah, mais tu verras, du coup, lorsque le sera fini, pour pas, en fait, qu'elle pète un câble directement. Ouais, elle va forcer jusqu'à Ouais, que c'est ce lui, qu'elle il s'est dit, attend. là, je vais dire juste, tu vas attendre. Ouais, mais moi j'avais. Alors je sais pas, hein, peut-être que là c'est une hypothèse, mais moi pour moi c'était une stratégie pour l'amener jusqu'à la fin, et parce qu'il avait réfléchi à la manière de se débarrasser d'elle, je pense. Oui, sûrement. Donc là il reprenait de la maîtrise un peu sur le cours des choses. Et, mais c'est ça qui est fou avec elle, c'est qu'elle passe d'états complètement différents en fait très rapidement. Est-ce que vous vous souvenez à un moment donné, donc elle joue le rôle comme tu disais tout à l'heure de son éditrice de manière très dure et tout, alors qu'elle n'est pas du tout, bien sûr, elle n'a pas le niveau. Puis à un moment donné, quand elle est contente, tout de suite, vous vous souvenez de ce passage? Oui, Misery est revenue à la vie, et puis elle tombe comme une enfant, vous vous souvenez? Misery est de retour, et elle tourne comme une enfant sur elle-même, vous vous souvenez? Elle passe de ça à une tarée en fait. Psychopathe. Bah oui, Voilà. mais justement, l'érotomanie est considérée comme étant un trouble. Il y a plein de procès là actuellement en France de femmes qui font qui clairement galèrent à prouver qu'il y a un mec dans leur entourage qui est érotomane envers elle. Et c'est vraiment, il y a des procès sur ça. Alors sur ça, moi ça me rappelle la très bonne mini-série Netflix, vous l'avez vu, Mon Petit Reine. Ah, je l'ai vu. Ah. Je l'ai vu. Il est perturbant de ouf. Hein. Ça te rappelle pas ça justement avec cet amour prodigieux qu'elle a pour le personnage? C'est vrai, il est Mais en même temps, elle peut devenir complètement folle, haineuse et violente. Mais elle m'a vraiment fait de la peine aussi hein, dans la série, la femme. Vraiment. Oui, c'est vrai qu'elle a aussi des moments touchants en fait. Elle a des moments touchants. Mais même, alors, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, elle a pas juste expliqué son enfance ou je sais plus quoi, elle a aussi expliqué pourquoi elle aimait autant ses livres. Et on comprend aussi pourquoi, parce que d'après elle, c'était ses livres qui l'avaient sauvée quand elle était vraiment pas bien et tout. Et franchement, moi, en vrai, je m'y attache un peu, enfin, dans le sens, en fait, je comprends mieux pourquoi lui et ses livres, en fait. Juste une enfance de merde, un mariage de merde, et puis voilà, concrètement. Oui, mais tu vas savoir, est-ce qu'elle sentait? Elle, ça l'a aidé. Alors, On a mariage chacun de ses merde, manières mais de se débarrasser de manière. Mais je ne sais pas par rapport à son mari. Moi, je me suis toujours posé la question, est-ce qu'elle l'a pas tué? Mais est-ce qu'elle a eu un mari? Est-ce qu'elle ne l'a pas inventé aussi? Alors, si on le voit, parce que dans son album, on voit la photo du mari. Mais C'est peut-être son frère. Mais j'ai pas très bien lu. Moi, je pense, pas c'est une hypothèse. Hein. Pour moi, je pense qu'elle l'a tué. oui, c'est possible. Elle est tellement à l'aise dans ce qu'elle fait et elle se connaît tellement bien qu'elle arrive vraiment à le. Mais surtout, dans ces années-là, en fait, tu pouvais, si tu avais accès à du matériel médical, tu pouvais tuer n'importe qui et le Elle faire avait passer accès pour les morts justement, naturels. mais oui, tout à C'est fait. pour ça que c'est pas une si mauvaise idée que ça. Ah ouais. Le fait qu'elle ait potentiellement tué son mari, c'est ça, pas une mauvaise idée. Et en vrai, bah, du coup, on comprend pourquoi Misery est grosse. Hein. Et puis en plus, elle aurait pu le jouer parce qu'elle était tellement peut-être folle amoureuse du personnage de l'auteur. Ah oui, que du coup, son mari représentait un Ouais. obstacle à son amour avec Elle Sheldon. se dit, avec lui, je serais peut-être pas heureux, je serais plus heureux du coup avec. Ah ouais. Paul s'appelle, non? Ouais, Ouais, voilà, donc elle se dit, voilà, donc je pense, Ah, c'est possible, ouais. C'est machiavélique, mais c'est possible. Et puisqu'on n'a pas encore parlé des moments drôles, hein, parce qu'il y en a quelques-uns, mais est-ce que vous vous souvenez quand on est encore dans les débuts, elle n'a pas encore dévoilé toute sa pathologie, et à un moment donné, comme il est bien sûr totalement alité, il est en train de pisser, et il lui tend, quand il a fini d'uriner, il lui tend en fait le récipient, et elle parle en même temps, en fait en secouant le... J'ai trouvé ça drôle, il est très gêné lui. Ouais, Et- lui, en mode, c'est mon pipi. C'est ça. Normal, calme-toi, mon sang de la veine. Et elle est là en mode, ouais, non, mais tu sais, la dernière fois, je suis allée au marché, j'ai acheté 2 melons, c'était trop bien. Mais il n'y a plus de valeur aujourd'hui. Il n'y a plus de valeur aujourd'hui, même si la politique est désastreuse. Oh, mince, il y a des gouttes. Je vais arroser les plantes, j'arrive. Non, mais enfin, c'est quoi En fait, ça nous montrait vraiment qu'elle était dérangée en fait. Ah, mais oui, Déjà. oui. Mais après, est-ce que vous avez... Je sais plus s'il y a d'autres éléments comiques. J'en ai pas Moi, parlé. je sais pas ce que je voyais personnellement. J'étais tellement à fond dans les moments que. Bah, la relation entre le flic et sa femme Oui, est ça. assez comique. Ah, Enfin, oui, je suis oui. désolée, c'est quand l'éditrice, je crois, elle appelle les flics, elle dit ouais, j'aimerais parler au chef de la police, s'il vous plaît. Le mec fait oui, alors moi je suis à la fois garagiste, postier, je tiens le Super U, je tiens aussi le casino du village, je suis Tout à fait, flic. ouais. J'étais aussi gendarme, j'ai garde forestier, je suis aussi déneigeur. Frère, tu vas pas nous faire ton CV?
Mais non, T'es mais flic, en oui, fait, merde, voilà. mais ça dit quelque chose d'intéressant. En plus, justement, il parle à qui? Personne, quoi. Il parle à qui? Il parle à l'éditrice de New York. Oui, mais une meuf qu'en plus, elle s'est même pas présentée en plus, je crois, au début de la. Si, elle s'est présentée. Elle se présente dès le début. Si, elle dit je suis l'éditrice de Ah Paul oui, Paul Sheldon. Sheldon, ouais, peut-être. Mais là, justement, tu sais, c'est l'opposition entre guillemets, on dirait la campagne et une Oui, petite ville voilà, de c'est- campagne, et elle, une grande éditrice de New York, quoi. Oui, C'est très drôle, C'est justement. drôle, ouais. Bah oui. Ouais, en vrai, oui. Le contraste entre les deux. Là, Ouais. elle est pas si inutile, d'ailleurs, la journée terre, ce que tu avais dit tout à l'heure, que ça n'allait pas à grand chose, mais en soi, c'est quand même elle qui bouge un peu le shérif pour lui dire, mais il y a telle personne qui manque, faudrait peut-être faire quelque chose, quoi. Parce qu'elle, Finalement, il il y a est quand même du tout, peut-être en fait. mon meilleur auteur en fait qui est parti, tu vois. Bon, elle sert à rien, enfin, dans le sens où elle a pas vraiment business, aidé, elle- mais elle a quand même déclenché la Oui, bon, la c'est un petit recherche. élément Je pense que déclencheur. c'est plus histoire de business, moi. Mais en Oui, vrai, mais elle a quand même demandé à la recherche, quand même. Oui, C'est pas rien. oui, mais elle a pas voulu le rechercher parce qu'elle elle voulait le second entre guillemets, mais elle a plus pensé à son business Oui, derrière, à mon c'est sûr, argent c'est que sûr, lui à mais bon. m'envoyer, tu vois. Sans elle, Au final, le monde, il a édité encore chez elle. oui, Donc, voilà, donc, Oui. tu vois. tout à fait. Bah, Parce que de c'est- base, normalement, genre, tu peux changer souvent de leur. Oui, c'est mais pas le même il faut truc. pas oublier qu'on est dans une autre génération et à l'époque, le rapport Oui. entre un écrivain et son Je leader, reste, en vrai. c'est quasiment la famille en fait. Oui. Par contre, il y a un passage très drôle, je pensais que tu allais le relever quand tu as parlé de ce moment où justement il l'a au téléphone. Ouais. Il lui dit, je sais pas si vous vous souvenez, donc le fameux shérif, la Buster, il dit, ok, du coup, en gros, je vais m'en occuper. Il dit, je vais le mettre dans mon système. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Mais Il prend un aura sa post-it femme. et il scotche le post-it avec marqué Ah, Paul Sheldon. C'est très drôle. Ouais, bah oui. Parce que c'est une petite ville en fait, donc qu'est-ce que tu veux. Bah, même les scènes en plus où il croise Annie du coup en voiture. Non, c'est pas mal, ça. À un moment donné, lui, il dit bonjour et tout, genre. Mais Non, je la vois pas, non, il la voit au dernier moment où elle vient pour acheter les feuilles, je crois. Et c'est là où il se elle rappelle. s'embrouille avec un gars. Avec quelqu'un, ouais, par exemple, C'est ça. Et là, il se rappelle et il dit attends, je vais identifier C'est ça. cette personne-là. Et en fait, il identifie véritablement avec une citation, la même qu'elle avait sortie lors de l'un de ses procès, où elle a dit, alors c'est une citation du genre à peu près, en gros, la justice des hommes me condamne, mais celle de Dieu me fait. Ah, Je sais plus c'est quoi. seul Dieu me juge, un truc comme Ouais, ça. quelque chose comme ça. Et en fait, c'est une citation qu'il a retrouvée, que le shérif a retrouvée en lisant justement les ouvrages de Paul Sheldon. En fait, il retrouve la même citation. C'est comme ça qu'il fait le rapport. Alors qu'il aurait pu juste la reconnaître une heure avant lorsqu'il le croise dans la rue, en voiture. Où lui il s'arrête, je crois, avec sa femme. Je crois pas que ce soit au même moment. Je crois que c'est. Non, c'est un pourri, mais au début, il la croise, mais il la reconnaît Ouais, pas. tout à fait. Alors, il y a que elle, je crois qu'il la reconnaît. En fait, là, c'est un message pour nous, en fait, téléspectateurs. Oui. Ou même aussi les scènes aussi où elle ferme les volets, où elle ferme les rideaux, non, parce qu'il y a la police à côté. Il n'y a pas ça un moment aussi où ils sont en hélicoptère. Mhm. Je crois qu'elle ferme les rideaux, je crois, il me semble, non. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'il voit d'un hélicoptère, rideau ou pas hein. Oui. Bah, après, moi, C'est je me pas- suis à sa place, moi là, je vois une maison ici comme ça abandonnée. Il peut se passer plein de choses dans la maison. Mais enfin, il y a plein de maisons abandonnées. Justement, Bah, on va abandonner, tu fouilles. beaucoup, je trouve. Hein. Bah, parce que c'est des fermes en fait, c'est des petits villages, donc t'as une maison ici, une maison là, enfin, qu'est-ce que tu veux. Bah oui, mais qui rien lui dit faire. que ça pourrait Bah pas oui. être là, en fait. Oui, c'est ça, parce que moi, perso, je me dis, j'ai quand même fouillé, même ici, quoi, tu vois. Bah, c'est-à-dire que c'est le principe de l'enquête de voisinage au début d'une enquête, en fait. C'est-à-dire que tu sais à peu près l'endroit dans lequel la victime a disparu. Bah, tu fais une enquête de voisinage, tu fais pas une enquête de Ils ont voisinage. dans trouvé les la décos. voiture après, ils ont trouvé la Oui, voiture après. mais du coup, autour du chalet, il n'y a pas 36 maisons. Ils prennent deux fois l'hélicoptère. Non, Ils qu'une font seule. une seule fois, et c'est après qu'ils croisent la voiture. Et c'est après qu'ils croisent la voiture, ouais. Ah Mais oui, du coup, Mais il la voit de l'hélicoptère, hein, la voiture. oui, hein, il la c'est voit, comme ça. et après. Ah oui, c'est Oui, ça, ouais. Il la voit l'hélicoptère. Et lui, il pense que c'est une mort, en fait, enfin, qu'il est tout mort. Ouais, Ah, bah, c'est bien. Après, ils font l'enquête dans la voiture, ils font l'enquête, ils disent en fait qu'il a pas pu sortir tout seul. Mais oui, parce qu'il voit. Il Mais passe parce, sur les bancs. Ça se voit. mais parce qu'il voit les marques du biche, Ouais, ouais. bien sûr. Ça se voit, elle fait du pied du jeu, de toute façon. C'est tout, mais ils avaient aucun indice en réalité à part C'est ça. Le Même corps, s'il n'y avait pas de test bien d'empreinte sûr. digitale à l'époque, de toute façon. Enfin, il y en avait très peu, mais ça coûtait super cher, quoi. Et en plus, que les bases de données n'étaient pas remplies comme aujourd'hui, donc ça servait à rien d'en faire un. Alors, j'ai pas relevé, c'est vrai que j'ai pas fait des recherches là-dessus, mais je signale juste en passant que Roman Polanski a réalisé un film il y a quelques années, je n'ai pas cherché le titre, mais ce sera facile à trouver sur internet, où il s'est considérablement inspiré de Misery. Et ça a été complètement raté. Moi, à l'époque, j'avais vu le film au cinéma, je me rappelle plus du nom, avec Eva Green, hein, avec un bon casting. Mais c'est complètement raté. Et pour une fois, j'étais d'accord avec les critiques. Je crois que c'était, je sais plus quel journal avait écrit, c'est un Misery de pacotille. Ah, je crois que Voilà. Et j'ai trouvé ça très pertinent. Je sais plus quel est le nom du film, si vous pouviez, si tu peux le retrouver. Mais, Ah, je l'ai en espagnol le titre, merde. Je l'ai en espagnol, j'ai pas pensé. Ça s'appelle D'après une histoire vraie. Ah bah c'est possible.
Ok, d'accord. Avec Emmanuel Seigné et Emma Green. Emma Green ou Emma Green Emma Green, Green. Emmanuel Seigné, c'est sa femme. Souvent, elle est dans ses films. Oui, ça arrive, ça me Voilà. Le Eh ben, résumé. Quelle année, du coup? Delphine est l'auteur d'un roman. Attends, voilà. Il est l'auteur d'un roman intime et a consacré sa vie à sa mère et est devenu un best-seller. Déjà éreinté par les sollicitations multiples. Mais il va arrêter avec ses pubs, lui. Pardon, je vais lire tout seul. Déjà éreinté par les sollicitations multiples et fragilisé par le souvenir, Delphine est bientôt tourmentée par des lettres anonymes l'accusant d'avoir livré sa famille en pâture au public. La romancière est en panne, tétanisée à l'idée de devoir se remettre à écrire. Son chemin croise celui de elle. La jeune femme est séduisante, intelligente et intuitive. Elle comprend Delphine mieux que personne. Delphine s'attache à elle. Se confie et s'abandonne, mais lorsqu'elle l'installe dans sa demeure à demeure chez la romancière, leur amitié prend une tournure inquiétante. Est-elle venue combler un vide ou lui voler sa vie? Voilà, c'est ça. Et elle va prendre de plus en plus en fait, l'emprise. Mais c'est pas vraiment, moi j'ai pas du tout apprécié ce film. Il était vraiment... Non, rien à voir avec Misery. Ok, bah écoutez, moi en tous les cas, pour moi en tous les cas c'est bon. Je crois que j'ai à peu près tout dit. J'adore ce film, j'ai dû le voir du coup une dizaine de fois depuis. Petit voleur. Et donc voilà, écoutez, moi il fait partie de mon top 20 grand film. Et voilà, en tout cas pour moi c'est à peu près bon. Est-ce que vous avez d'autres éléments à ajouter? Non, bah pour le coup, je pense que j'ai terminé aussi. De toute façon, je suis pas aimé. Moi, c'est clair. Bah non, t'es pas Shining alors. Ah mais non, mais je ne comptais pas à regarder Shining Shining. est meilleur que. Oui, non, mais dans le sens où je trouve que franchement ils se ressemblent. Je trouve qu'il y a. C'est pas du tout la même chose évidemment, mais ça m'a quand même fait penser à Shining direct. Avec le style, la lenteur, on va dire, un peu de l'histoire, la progression du trouble de la femme et. Alors que forcément, c'est aussi le même auteur, donc forcément ça se ressemble. Oui, ça joue. Oui. Moi je préfère Misery à Shining, je suis pas fan de Shining. Moi, il n'y a pas de plagiat, tu vas partir aussi du même auteur. Tu peux parler lequel toi? Shining, Shining. C'est le même auteur? Bah, Ah oui, c'est Ben King, je suis con. Oui, c'est vrai que se plagier toi-même, c'est con quand même. Bah non, c'est aucun sens. Shining, parce que lui, il est vraiment aussi un peu récent. Bah comme elle finalement. Moi, mais lui, Ça je revient, plus qu'elle. Mais après voilà, ça reste quand même. Parce qu'il a vraiment cette folie un peu comme le bouffon vert dans Les Morales Finales. Moi j'avoue, faudrait que je le revoie parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu Shining. Très bien. Autre chose? Pour moi c'est bon en tous les cas. Ouais. Parfait. Bah écoutez, dans ce cas-là, je pense qu'on peut conclure. En tout cas, j'étais ravi d'analyser ce film avec vous. Merci. Et puis, bah, on se revoit dans de prochaines aventures. Exactement. Allez, à plus. À la prochaine. Ciao. À la prochaine. Retour dans le cinéma. Oh Ça c'est moi qui ai trouvé ça. Oh Vas-y, pastis. On dirait pas si. Oh, le pote, Et le cover en même Là, ça fait secte, on se suicide à la première saison. Oh, je veux dire, on fait ça. Pas de gros mots dans ce... Va te foutre. Va te faire... Ah, est-ce que vous l'avez là? Va te faire le faute. Antoine Mandela. Oh, il est fort. Mais oui. Quoi le mot de la fin du making of? Avec la fin. Allez tous vous faire, non, je veux dire. Allez, Yahoo!